Savez-vous ce que c'est que de vivre dans une famille d'immigrés sans papier? C'est comme marcher sur un fil ténu suspendu dans un ciel orageux. Un faux pas et le monde entier pourrait s'effondrer. J'ai vécu dans l'ombre de cette peur pendant les 10 premières années de ma vie, sans même savoir que je fuyais. Je m'appelle Elias et voici l'histoire de l'époque où, enfant, j'habitais avec ma famille dans un coin reculé de Californie, où la lumière du soleil n'arrivait jamais à dissiper la morosité qui nous enveloppait. Je suis né au Honduras, mais mes souvenirs de cet endroit se sont estompés comme un tableau qui perd ses couleurs. Je ne me souviens que des chemins de terre rouge, du chant des coqs chaque matin et de l'odeur âcre de la fumée du poêle dans la petite maison de ma grand-mère. Ma mère m'a dit que nous avions quitté le Honduras quand j'avais 5 ans, et ma petite sœur Rosa n'en avait que 3. Mes parents ne m'ont jamais expliqué précisément pourquoi nous devions partir, se contentant de répéter que ce n'était plus sûr. Je ne comprenais pas ce que signifiait « sécurité ». Pour un enfant, le monde se résumait à des journées passées à jouer dans les champs, des nuits à écouter les berceuses de ma mère, et des moments où mon père me prenait sur ses épaules, me montrait le ciel étoilé et me disait « Un jour, tu feras quelque chose de grand ». Mais la Californie n'avait pas d'étoiles pareilles. Nous sommes arrivés par une nuit sans lune, entassés dans un camion où l'air était chargé d'une odeur de sueur et de peur. Je me souviens m'être endormi sur les genoux de ma mère, réveillé par le scintillement des néons à la fenêtre. Mon père a murmuré à ma mère « Encore quelques mois et tout ira bien ». Ma mère n'a pas répondu, se contentant de serrer ma main et mes roses, comme si elle craignait que nous ne disparaissions si elle la lâchait. Notre premier chez nous était un appartement exigu en périphérie de Los Angeles, où les murs étaient si fins que j'entendais les disputes des voisins tous les soirs. Le quartier était rempli de gens comme nous, des familles d'immigrés, toujours le visage baissé au passage de la police. Mon père travaillait dans une usine de confection 12 heures par jour, parfois 14. Ma mère faisait du ménage, mais seulement pour des familles qui ne demandaient pas de papier. On lui payait un maigre salaire, mais elle ne se plaignait jamais. « Il faut survivre, Elias, disait-elle, le regard fatigué mais déterminé. Survivre, c'est suffisant. » J'avais 10 ans, un garçon maigre, aux cheveux noirs en bataille, aux grands yeux curieux, toujours avide d'apprendre. J'adorais l'école. J'adorais le sourire de mon professeur quand je levais la main pour répondre correctement à une question. J'adorais les livres de sciences à la bibliothèque, où je pouvais passer des heures à lire sur les planètes et les machines volantes. L'école était le seul endroit où je me sentais à ma place. Là-bas, je n'étais pas le fils d'immigrés. J'étais juste Elias, le garçon toujours premier de la classe en maths et en sciences. Mais à la maison, tout était différent. Mes parents vivaient dans un autre monde, un monde où chaque sonnette, chaque voiture de police qui passait les faisait sursauter. Je me souviens encore d'un soir où je faisais mes devoirs à la table de la cuisine et où mon père s'est précipité à l'intérieur, a éteint toutes les lumières et tiré les rideaux. « Ne bouge pas, Elias » a-t-il murmuré d'une voix tremblante. J'ai entendu ma mère tirer Rosa dans un coin, lui disant de ne pas pleurer. Dehors, les gyrophares bleus et rouges d'une voiture de police ont clignoté, puis ont disparu. Mon père s'est affalé sur une chaise, respirant bruyamment comme s'il venait d'échapper à un monstre invisible. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'en savais assez pour ne pas poser de questions. Poser des questions ne faisait qu'irriter mon père, et lorsqu'il était en colère, il hurlait ou, pire, s'enfermait dans un silence si pesant qu'il semblait pouvoir écraser toute la maison. Rosa, ma petite sœur, était la seule lumière dans ces jours sombres. Elle avait 6 ans, toute petite et délicate comme une poupée, avec des cheveux bouclés et un sourire à faire fondre tout. Rosa ignorait les peurs de nos parents. Elle ne connaissait que les chansons que notre mère lui apprenait, jouait avec sa poupée en tissu usé et me suivait partout. « Elias, raconte-moi une histoire sur Mars », suppliait-elle, et j'inventais des histoires d'extraterrestres vivant dans des cités de verre. Rosa croyait chaque mot, ses yeux pétillants comme si je lui avais ouvert un univers entier. Mais même Rosa ne parvenait pas à chasser l'ombre grandissante dans notre maison. Mes parents parlaient de moins en moins. Ils se disputaient davantage, souvent la nuit, quand ils pensaient que Rosa et moi dormions. J'entendais ma mère pleurer, j'entendais mon père frapper le mur, j'entendais des mots comme « expulsion » sur les papiers d'identité. Je ne comprenais pas tout à fait, mais je savais que ces mots portaient un danger invisible, tel un serpent venimeux tapi dans l'obscurité. Un jour, j'entendis ma mère murmurer « S'ils nous attrapent, ils nous enlèveront les enfants ». Mon père répondit d'une voix amère « Mieux vaut ça que de les laisser mourir au Honduras ». Je commençais à comprendre que ma famille fuyait quelque chose. Mais je n'osais pas demander. Chaque fois que j'essayais de parler du Honduras,
ma mère changeait de sujet et mon père me lançait un regard froid, comme si j'avais touché une plaie ouverte. J'ai appris à me taire, à baisser la tête en croisant des gens en uniforme, à ne jamais parler de ma famille à qui que ce soit à l'école. Mais au fond, j'étais encore un petit garçon de 10 ans rêvant d'étoiles et de machines volantes. La tension montait à la maison. Mes parents commençaient à se méfier de tout le monde, voisins, amis, même de la famille du coin. Ne parle à personne, Elias, me prévenait ma mère d'une voix ferme. On va nous trahir. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait si peur. Nos voisins, oncle Juan et tante Maria, étaient toujours gentils avec Rosa et moi. Oncle Juan me donnait même des bonbons chaque fois que je l'aidais à réparer son vélo. Mais ma mère ne faisait confiance à personne. Il pouvait nous dénoncer à la police à tout moment, disait-elle, ses yeux de Billy lançant une lueur de peur que je n'avais jamais vue auparavant. Un jour, j'ai accidentellement laissé tomber la tasse en verre préférée de ma mère. Elle s'est brisée sur le sol de la cuisine, et elle a crié. Non pas à cause de la tasse, mais parce que le bruit risquait d'attirer l'attention du voisin. « Tu veux qu'on se fasse tous prendre » a-t-elle crié en me serrant les épaules si fort que ça m'a fait mal. Je suis resté figé, les larmes aux yeux, mais n'osant pas couler. Mon père est entré, m'a regardé avec déception, puis s'est détourné. Sans un mot. Rosa a couru vers moi, m'a serré la jambe et m'a murmuré « N'aie pas peur, Elias. Je trouverai une nouvelle tasse pour maman. » Mais je savais qu'aucune tasse ne pourrait effacer la peur dans les yeux de ma mère. J'ai commencé à me sentir comme un fardeau. Je voulais rendre mes parents heureux, les voir sourire comme au Honduras, mais je ne savais pas comment. J'ai essayé d'étudier dur, de ramener des notes à plus à la maison pour montrer à ma mère, mais elle s'est contentée d'acquiescer, le regard vide. J'ai parlé à mon père de mon rêve de devenir scientifique, mais il a juste marmonné, à quoi bon étudier Elias? S'il nous trouve, c'est fini. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. J'ai commencé à me demander, avais-je fait quelque chose de mal? Pourquoi mes parents avaient-ils changé? Pourquoi ne me regardaient-ils plus avec l'amour et l'espoir qu'ils avaient autrefois? J'ignorais que dans le monde où vivaient mes parents, l'amour et l'espoir avaient longtemps été étouffés par la peur. Notre minuscule appartement était devenu une prison invisible. Rosa et moi n'avions pas le droit de jouer dehors après 16 heures, de peur que les gens ne nous voient. Mes parents ne nous laissaient pas aller au camp d'été ou au camp scolaire. Les anniversaires de mes amis. On n'est pas comme les autres, Elias, dit mon père d'une voix basse comme un avertissement. Il faut que tu comprennes ça. Mais je ne comprenais pas. Je voulais juste être comme les autres enfants, courir librement, parler de ma famille sans crainte. Je voulais que mes parents sourient, que Rosa grandisse dans une maison sans ombre. Je ne savais pas qu'un seul mot innocent de ma part ferait tout s'écrouler, précipitant notre famille dans une tempête à laquelle personne ne pourrait échapper. C'était un mardi ordinaire, un soleil doré illuminant les rues menant à mon école primaire. Je suis entré en classe, mon sac à dos usé sur l'épaule, encore bourdonnant de la bonne note obtenue la veille au contrôle de mathématiques. Ma prof, mademoiselle Miller, était une femme d'âge moyen au sourire chaleureux et aux lunettes rondes qui glissaient toujours sur son nez. Elle m'appelait sa petite scientifique parce que je posais toujours des questions sur les planètes et les fusées. Ce jour-là, elle a commencé le cours par une question surprise, comme si elle voulait juste animer la classe. Les enfants, aujourd'hui, nous allons parler de famille. Madame Miller a annoncé en agitant la main comme un acteur sur scène. Qui veut partager ce que font ses parents? La classe était animée. Tommy a levé la main, se vantant que son père était pompier. Sarah a dit que sa mère était boulangère et avait même apporté un biscuit pour frimer. Je suis restée assise, silencieuse comme toujours, pour ne pas attirer l'attention. Mes parents m'avaient répété 100 fois, ne parle pas de notre famille, alias. Personne n'a besoin de savoir. Mais ce jour-là, quelque chose dans la voix de mademoiselle Miller et la façon dont la classe riait et plaisantait m'a donné envie de faire partie de ce monde, moi aussi. Je voulais être comme Tommy, comme Sarah, parler de mes parents sans crainte. J'ai levé la main, le cœur battant. Mademoiselle Miller a souri et m'a pointé du doigt. Elias, je savais que tu aurais une histoire intéressante. Que font tes parents? J'ai hésité, cherchant une réponse rassurante. Mais dans mon esprit, les avertissements de mes parents, ne dis rien, étaient noyés par les images de ma mère frottant le sol, de mon père rentrant à la maison avec les mains calleuses après la machine à coudre. Je voulais dire quelque chose qui couperait le souffle à la classe, pour prouver que ma famille était spéciale, elle aussi.
Même si je ne comprenais pas pourquoi nous devions vivre dans l'ombre. Mes parents, ai-je commencé d'une voix faible mais claire. Ils se sont enfuis de la frontière parce que le Honduras était vraiment dangereux. Ils travaillent très dur pour prendre soin de ma sœur et de moi. La classe est restée silencieuse une seconde. Puis quelques secondes. Les enfants ont éclaté de rire. Échappé de la frontière comme dans un film, a crié Tommy, et les rires se sont intensifiés. Mademoiselle Miller a levé la main pour faire taire tout le monde, mais son regard avait changé. Le sourire chaleureux avait disparu, remplacé par un regard étrange, comme si elle essayait de comprendre ce que je venais de dire. Merci, alias, a-t-elle dit d'une voix douce mais étrange. Qui veut partager ensuite? Je me suis assise, le visage en feu. Je ne comprenais pas pourquoi la classe riait, mais je savais que j'avais fait quelque chose de mal. Cette erreur m'est restée en travers de l'estomac toute la journée. Quand la cloche a sonné pour la fin de la journée d'école, j'ai couru à la maison en essayant d'oublier ce que j'avais dit. Je me suis dit que ce n'était qu'une phrase. Ce n'est pas grave. Mais j'avais tort. 3 jours plus tard, j'ai compris qu'une seule phrase pouvait faire s'écrouler le monde entier. Cette matinée avait commencé comme toutes les autres. Ma mère s'était levée tôt pour préparer le petit déjeuner avec des tortillas de maïs et des haricots, la seule nourriture que nous pouvions nous permettre avec le peu d'argent qu'elle gagnait. Mon père était parti travailler avant. Le lever du soleil laissa la maison silencieuse comme un tombeau. Rosa était assise par terre, serrant sa poupée de tissu contre elle, chantant doucement une chanson que notre mère chantait souvent. J'étais en train de lasser mes chaussures, me préparant pour l'école, quand on frappa à la porte. Ce n'était pas fort, mais cela figea ma mère. Elle se tenait dans la cuisine, une louche à la main, mais ses yeux semblaient avoir vu un fantôme. « Elias, Rosa, va dans ta chambre maintenant », murmura-t-elle d'une voix tremblante. J'entraînai Rosa dans un coin de la pièce, le cœur battant la chamade. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais la façon dont ma mère s'accroupissait, marchant sur la pointe des pieds vers la porte, me donnait l'impression qu'un monstre se tenait dehors. Ma mère jeta un coup d'œil par le Judas, puis se retourna, le visage pâle comme la mort. « Police », murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Rosa s'accrocha à moi, sa poupée tombant par terre. Je voulais lui demander ce qui se passait, mais ma gorge était sèche et aucun mot ne sortit. On frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Ouvrez la porte. Ici les services de l'immigration et des douanes. » Une voix grave retentit de l'extérieur. Ma mère recula, se tenant la poitrine comme si elle allait s'effondrer. Je ne l'avais jamais vue aussi terrifiée. Elle courut vers nous, s'agenouilla et nous attrapa, Rosa et moi, par les épaules. « Écoutez-moi. Ne dites pas un mot. Pas un seul mot. Compris ?» J'acquiesçai, mais j'avais l'esprit embrouillé. Les services de l'immigration et des douanes. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Était-il là? Je regardais Rosa, la vie tremblait et tentais de sourire pour la rassurer, même si je paniquais moi aussi. Ma mère ouvrit la porte et 3 hommes en uniforme entrèrent. Ils étaient grands, le visage froid, portant des dossiers et des radios qui crépitaient d'électricité statique. L'un d'eux, aux cheveux courts et au regard acéré comme un couteau, dit « Êtes-vous Sofia Martinez? Nous devons voir vos papiers et ceux de votre famille. » Ma mère balbutia, essayant de dire quelque chose en anglais, mais sa voix tremblait tellement que je la comprenais à peine. « Nous n'avons rien fait de mal, » dit-elle en serrant le bord de sa chemise. L'homme ne répondit pas, se contentant de lui tendre un papier. « Ceci est une convocation. Vous et votre famille devez comparaître devant le tribunal de l'immigration la semaine prochaine. Préparez vos documents. » Je ne savais pas ce qu'était un tribunal de l'immigration, mais je savais que ce n'était pas une bonne chose. Ma mère acquiesça, prit le papier d'une main tremblante, et les hommes partirent, laissant la maison dans un silence étouffant. Rosa se mit à pleurer et ma mère la prit dans ses bras en lui murmurant des mots réconfortants. Elle n'y croyait pas. Je restais figé, comme si le monde s'écroulait sous mes pieds. Mon père rentra tard ce soir-là, alors qu'il faisait déjà nuit noire dehors. Rosa et moi étions assises sur le lit, essayant de dormir, mais en vain. La voix de ma mère résonna du salon tandis qu'elle racontait tout à mon père, chaque mot frappant mon cœur comme un marteau. « Ils le savent, Carlos, dit-elle d'une voix brisée. Ils savent que nous n'avons pas de papier. Ils vont nous expulser. » Mon père ne répondit pas tout de suite. Je l'entendis soupirer, puis le bruit d'une chaise qu'on repoussait. «
Qui a dit quelque chose, rugit-il, la voix étranglée par la colère. Qui nous a trahis? Je restais allongé là, le cœur battant, osant à peine respirer. Je repensais à ce que j'avais dit en classe sur la façon dont la classe avait ri du regard étrange de Madame Miller. Était-ce à cause de moi? J'essayais de repousser cette pensée, me disant que c'était impossible. Je n'étais qu'une enfant. Je n'avais prononcé qu'une seule phrase innocente. Comment une seule phrase pouvait-elle provoquer une chose aussi grave? Mais le lendemain matin, tout devint plus clair. Mon père me fit venir dans le salon où ma mère était assise, les yeux rouges et gonflés. On ordonna à Rosa de rester dans la chambre, mais je savais qu'elle écoutait derrière la porte. Mon père me regarda, les yeux glacés comme une lame. « Elias, dit-il d'une voix basse et terrifiante. Que as-tu dit? À l'école? » J'ai dégluti avec difficulté, comme si une pierre était coincée dans ma gorge. « Je viens de dire que toi et maman avez fui le Honduras parce que c'était dangereux, ai-je murmuré, incapable de le regarder dans les yeux. Silence. Un silence pesant et suffocant, comme si la salle entière s'était arrêtée de respirer. Puis ma mère a fondu en larmes, se couvrant le visage. « Oh mon Dieu, Elias, pourquoi as-tu dit ça? Tu veux qu'on se fasse tous prendre ?» Sa voix était mêlée de colère et de désespoir. Je restais planté là, les larmes aux yeux, mais je n'osais pas crier. J'aurais voulu lui expliquer que je ne savais pas, que je voulais juste me vanter de mes parents comme les autres enfants, mais aucun mot ne sortit. Mon père se leva et s'avança vers moi. J'ai cru qu'il allait me frapper comme il le faisait quand il était en colère, mais il me regarda simplement, les yeux emplis de déception et de froideur. « Tu as tout détruit, Elias. » Il prononçait chaque mot comme une blessure. « Tu as trahi ta famille. » J'avais envie de crier que je ne voulais pas, que je ne comprenais pas, mais les regards de mon père et de ma mère me faisaient me sentir plus petite et plus coupable que jamais. Rosa sortit en courant de la chambre, me serrant dans ses bras et sanglotant. « Elias n'a rien fait de mal. »« Ne lui crie pas dessus, » cria-t-elle, mais ma mère la repoussa et lui dit de se taire. À partir de ce jour, mes parents ne me regardèrent plus de la même façon. Ils ne m'ont pas parlé, ne m'ont pas grondé, ne m'ont pas réconforté. Ils sont restés silencieux. Et ce silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Je suis devenu un fantôme chez moi, un criminel que personne ne voulait reconnaître. Rosa me tenait encore la main en secret, murmurant qu'elle ne m'en voulait pas, mais cela ne faisait qu'aggraver la douleur. Que avais-je fait pour effrayer autant ma famille? Les jours qui ont suivi se sont déroulés dans une atmosphère étouffante. Mes parents se sont dépêchés de se préparer pour le tribunal de l'immigration, mais ils ne m'ont rien dit. Ils chuchotaient entre le soir, parlant de choses que je ne comprenais pas: avocat, expulsion, rapatriement. J'ai entendu ma mère pleurer davantage, j'ai entendu mon père frapper le mur, j'ai entendu le blâme que je savais être dirigé contre moi. Si Elias n'avait rien dit. Peut-être qu'il ne nous aurait pas retrouvés, a murmuré ma mère une nuit, me croyant endormi. J'ai commencé à me détester. Je détestais mes paroles insensées. Je détestais l'innocence qui avait mis ma famille en danger. Allongé dans mon lit, les yeux rivés sur le plafond taché, je me demandais si, sans rien dire, les choses seraient différentes. Mes parents me souriraient-ils à nouveau, me serreraient-ils dans leurs bras comme avant? J'ignorais que ce qui allait arriver serait bien pire que leur silence. La date du procès approchait. Mes parents portaient leurs plus beaux vêtements, une vieille chemise de mon père et une robe que ma mère avait empruntée à tante Maria. Ils ne m'ont pas dit ce qui allait se passer, mais je sentais la tension dans chacun de leurs mouvements. Rosa me tenait la main et me demandait doucement, « Hélas, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?» Je ne savais pas quoi répondre, alors je lui ai serré la main et j'ai dit, « Tout ira bien, Rosa. » Mais je n'en croyais pas mes propres paroles. Ce jour-là, en entrant dans le palais de justice, j'ai eu l'impression de plonger dans un cauchemar. Les murs blancs et froids, les hommes en uniforme au regard scrutateur, et les murmures des autres familles attendant leur sort. Mes parents se redressèrent, mais je vis les mains de ma mère trembler en serrant celles de mon père. Rosa était assise à côté de moi, serrant sa poupée dans ses bras, ses yeux écarquillés scrutant la pièce. Puis l'homme en robe noire, le juge, lut un long papier rempli de mots que je ne comprenais pas. Mais un mot résonnait comme un marteau frappant mon cœur, expulsion. Je regardais mes parents, espérant qu'ils diraient quelque chose, qu'ils feraient quelque chose pour changer tout cela. Mais ils restèrent assis là, immobiles, comme des statues de pierre. Quand nous quittâmes le tribunal, ma mère serra Rosa dans ses bras et pleura.
Mon père ne dit rien, se contentant de me serrer la main, non pas pour me réconforter, mais par désespoir. J'ai su dès cet instant que tout avait changé à jamais. Et c'est moi, un petit garçon de 10 ans, qui avait, sans le savoir, tout déclenché. Sur le chemin du retour, personne ne dit un mot. Mon père conduisait le vieux camion, le moteur vrombissant comme s'il pleurait pour nous. Rosa était assise à côté de moi sur la banquette arrière, serrant sa poupée de chiffon contre elle, les yeux écarquillés de confusion. Elle murmura, « Elias, c'est quoi l'expulsion ?» J'aurais voulu répondre pour la réconforter, mais ma gorge se serra. Comment lui expliquer alors que je ne me comprenais pas vraiment? Je lui ai juste serré la main, la serrant fort, et murmuré, « N'aie pas peur, Rosa. Je suis là pour toi. » Mais j'avais peur. Tellement peur que j'avais l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds. J'ai jeté un coup d'œil à mon père dans le rétroviseur, espérant croiser son regard, espérant qu'il se retournerait et me dirait que tout irait bien. Mais il ne m'a pas regardé. Personne ne m'a regardé. Je me sentais comme un fantôme, comme si j'étais devenu invisible dans ma propre famille. Les jours qui ont suivi l'audience ont été une succession interminable de tensions et de silence. Notre minuscule appartement, déjà exigu et lugubre, ressemblait désormais à une véritable prison. Mes parents ne se disputaient plus la nuit. Ils ne parlaient plus du tout. Ils travaillaient, préparaient et murmuraient des plans que je n'avais pas le droit de connaître. J'en entendais des bribes. Des mots comme billets d'avion, Honduras, rapatriement volontaire. Chaque mot était une déchirure dans mon cœur, un rappel que tout ce que je connaissais, cette maison, mon école, mes rêves de Mars, étaient sur le point de disparaître. Mes parents ne me regardaient plus avec amour. Leur regard était froid, empli de reproches. Ma mère a cessé de chanter des berceuses à Rosa, de me caresser les cheveux pendant que je faisais mes devoirs. Mon père ne parlait plus d'étoiles ni des grandes choses que j'accomplirais. Il me traitait comme un traître, quelqu'un qui avait détruit leur rêve américain. J'avais envie de crier que je ne l'avais pas fait exprès, que je n'étais qu'un enfant de 10 ans, que j'ignorais que mes paroles innocentes mèneraient à ce désastre. Mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, le regard de mon père me réduisait au silence. Rosa était la seule à ne pas avoir changé. Elle me suivait toujours partout, me tenait toujours la main quand maman ne regardait pas. Elle murmurait toujours des questions innocentes. « Elias, on peut rester ici ? Je ne veux pas quitter l'école. » Je ne savais pas quoi répondre. Je l'ai juste serré dans mes bras, essayant de cacher ma peur, et j'ai dit, « Je te protégerai, Rosa. Je te le promets. » Mais je ne savais pas comment tenir cette promesse. Une semaine après l'audience, mes parents nous ont convoqués, Rosa et moi, dans le salon. C'était la première fois qu'ils me parlaient directement depuis l'arrivée de l'ICE. Mon père était assis sur une chaise, les mains jointes, les yeux rivés au sol comme s'il ne supportait pas de nous regarder. Ma mère s'appuyait contre le mur, les yeux gonflés par les larmes. Rosa me tenait la main, sa poupée de tissu serrée contre sa poitrine. « Il faut qu'on parte », a dit mon père d'une voix basse et sèche. Le tribunal a décidé que nous avions 30 jours pour quitter les États-Unis. Si nous ne le faisons pas, ils nous arrêteront. Mon cœur s'est arrêté. Quitter les États-Unis. Quitter mon école, mes livres de sciences, mes rêves de fusée et de Mars. J'aurais voulu leur demander pourquoi, les supplier de trouver un moyen de rester, mais le regard de mon père m'en a empêché. Il a continué, la voix dénuée d'émotion. Nous retournons au Honduras. Ta mère a acheté des billets d'avion. Nous partons le week-end prochain. Rosa a fondu en larmes, s'accrochant à moi. Je ne veux pas partir. Je veux rester ici, a-t-elle crié, la voix brisée, celle d'une politicienne. Ma mère s'est agenouillée, a serré Rosa dans ses bras, mais n'a rien dit. Je l'ai regardée, espérant qu'elle dirait que c'était une blague, que nous trouverions un moyen de rester, mais elle a simplement baissé la tête, les larmes aux yeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au Honduras, ai-je demandé, la voix tremblante. C'était la seule question que j'osais poser. Mon père m'a regardé pour la première fois depuis l'audience, mais son regard n'était pas celui d'un père. Il était empli de déception et de ressentiment. Nous survivrons, a-t-il dit froidement, comme nous l'avions fait auparavant. J'aurais voulu dire que je ne me souvenais pas du Honduras, que l'Amérique était ma patrie, que je ne voulais pas quitter tout ce que j'aimais. Mais je n'ai pas osé. J'ai simplement hoché la tête, avec l'impression qu'une partie de moi était en train de mourir.
Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard. Mes parents étaient occupés à faire leurs valises, à vendre les choses que nous ne pouvions pas emporter. La vieille table de cuisine, la télévision avec un coin cassé, quelques vêtements que ma mère avait soigneusement raccommodés. Ils faisaient tout machinalement, comme s'ils avaient accepté leur sort. Mais pour moi, chaque objet vendu était un morceau de notre vie arrachée. J'ai arrêté l'école. Mes parents disaient que ce n'était pas nécessaire, que cela n'aurait plus d'importance quand nous partirions bientôt. J'étais assise dans ma chambre, les yeux rivés sur les livres de sciences que j'adorais, me demandant s'il y aurait des bibliothèques au Honduras où je pourrais les lire. Rosa a senti ma tristesse. Elle apporta sa poupée, la posa sur mes genoux et dit, « Elias, cette poupée vient avec nous. Elle me rappellera cette maison. » Je lui souris, mais ce sourire me fit plus mal que mes larmes. Je ne voulais pas que Rosa se souvienne de cette maison comme d'un lointain souvenir. Je voulais qu'elle grandisse ici, qu'elle aille à l'école, qu'elle chante des chansons joyeuses. Mais je n'avais pas mon mot à dire. Je n'étais qu'un petit garçon de 10 ans qui avait tout détruit d'une seule phrase stupide. La veille de notre départ, je n'arrivais pas à dormir. J'étais allongé dans mon lit, entendant les doux sanglots de ma mère dans le salon. Mon père ne la réconfortait pas comme d'habitude. Il restait assis là, silencieux comme une ombre. J'aurais voulu courir la serrer dans mes bras et lui dire que j'étais désolé de devoir faire quoi que ce soit pour réparer mon erreur, mais je savais que rien ne pouvait être réparé. Le jour où nous avons quitté l'appartement, une pluie fine est tombée. Les minuscules gouttes crépitaient sur le toit du camion comme si elles pleuraient pour nous. Mes parents n'avaient préparé que 2 petites valises contenant tout ce qui restait de notre vie en Amérique. Rosa s'accrochait à sa poupée, et je portais un vieux livre de sciences, le seul que je ne supportais pas de laisser derrière moi. Nous sommes montés dans le camion en direction de l'aéroport et personne n'a dit un mot. À l'aéroport de Los Angeles, un frisson m'a parcouru l'échine. L'aéroport était immense, bondé par le bourdonnement des annonces et l'afflux de gens. Mes parents nous ont guidés à travers la foule, le visage tendu et épuisé. Je tenais la main de Rose, essayant de la calmer, même si je tremblais moi-même. Je ne savais pas ce qui nous attendait au Honduras, mais je savais que ce ne serait pas comme je l'avais imaginé. Mon père s'est arrêté dans la salle d'attente et s'est tourné vers moi. « Elias, assieds-toi ici et ne t'éloigne pas », a-t-il dit d'une voix neutre. « Ta mère et moi emmenons Rosa chercher de l'eau. » J'ai hoché la tête, même si quelque chose clochait. J'ai regardé ma mère emmener Rosa, sa poupée à la main. Mon père est resté là un moment, me regardant avec une expression indéchiffrable. Puis il s'est retourné et les a suivis. Assis sur la chaise, serrant mon livre de sciences contre moi, j'essayais de me concentrer sur les mots concernant Mars, mais j'avais l'esprit embrouillé. Le temps passait, 5 minutes, 10, 20. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi mettait-il autant de temps? Je me levai, scrutant la salle d'attente bondée, à leur recherche, mais il n'était pas là. Ni au stand d'eau, ni à la boutique de souvenirs, nulle part. Une terreur glaciale me serrait la poitrine. Je courus au bureau d'information, la voix tremblante, tandis que je demandais à l'employé, le vol pour le Honduras a décollé. La femme me regarda, les yeux emplis de pitié. Ce vol est parti il y a 10 minutes, dit-elle. Où est ta famille? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Je traversai la salle d'attente en courant, appelant ma mère, mon père, Rosa, mais seule ma propre voix me répondit. Ils étaient partis. Ils étaient montés dans l'avion, me laissant derrière. Je m'effondrai sur une chaise, les larmes aux yeux. Mon livre de sciences est tombé par terre, ouvert sur une page consacrée à Mars, l'endroit dont j'avais rêvé. Mais ce rêve me semblait désormais plus lointain que jamais. Mes parents m'avaient abandonné. Ils avaient choisi de partir sans moi, et Rosa, ma petite sœur, était partie avec eux. Un employé de l'aéroport s'est approché et m'a posé une main sur l'épaule. « Ça va, ma puce ? Où est ta famille ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais inquiète. Je ne répondis pas. Je restais assise là, à sangloter, avec l'impression que le monde s'était écroulé. J'ignorais que la décision cruelle de mes parents n'était pas seulement une punition pour mon erreur. C'était le début d'un long voyage où je devrais trouver un moyen de renaître de mes cendres. Les larmes brouillaient tout. Les annonces à l'aéroport, la foule animée, les néons aveuglants. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Je serrais mon livre de sciences, ses pages froissées sur Mars tremblant sous mes doigts tremblants. C'était la seule chose qui me restait,
Le seul souvenir que j'avais eu une famille, un foyer, un rêve. La femme à l'aéroport, elle disait s'appeler Linda, était assise à côté de moi, sa voix douce comme pour me tirer de l'obscurité. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle. « Elias » murmurai-je d'une voix étranglée. « Elias Martinez. »« D'accord, Elias, on va trouver comment t'aider. As-tu quelqu'un à contacter ? Tante, oncle, famille, amis ?» J'ai secoué la tête. Mes parents ne parlaient jamais de ma famille aux États-Unis. Ils avaient toujours peur, me répétant sans cesse de ne faire confiance à personne. Je n'avais ni numéro de téléphone, ni adresse, rien que le carnet que je tenais entre mes mains et le souvenir du regard froid de mon père avant sa disparition. Linda a appelé quelqu'un par radio et peu après, un homme en uniforme est arrivé, accompagné d'une femme en tailleur gris. Ils ont parlé des mineurs non accompagnés et des services sociaux. Je n'ai pas tout compris, mais je savais qu'on m'emmenait quelque part, un endroit inconnu, sans mes parents, sans Rosa. Ils m'ont fait monter dans une voiture et je me suis assis à l'arrière, regardant par la fenêtre. Los Angeles défilait dans un flou de lumière. Les rues autrefois familières appartenaient désormais à un autre monde. J'ai pensé à Rosa, à son sourire, à la façon dont elle serrait sa poupée dans ses bras et chantait les chansons que notre mère lui avait apprises. Pleurait-elle ? Me demandait-elle ? Et mes parents, pourquoi faisaient-ils ça ? Pourquoi m'avaient-ils abandonné ? J'avais envie de crier, de frapper à la vitre de la voiture, de courir à l'aéroport pour les retrouver. Mais je restais assise là, immobile, avec l'impression qu'une partie de moi était morte. La crèche était un bâtiment gris et lugubre à la périphérie de la ville. On ne s'y sentait pas chez soi. On aurait dit un entrepôt aux murs écaillés et aux longs couloirs résonnants. On m'a conduite dans une petite pièce où une femme nommée Madame Carter m'a posé une avalanche de questions. Quel âge avais-je ? Qui étaient mes parents ? Savais-je où ils allaient ? Je répondais par phrases courtes et monotones, comme si je récitais une leçon. Je ne voulais pas parler de mes parents. Chaque fois que je pensais à eux, je voyais le regard accusateur de mon père, j'entendais les sanglots de ma mère et je ressentais la culpabilité comme un couteau qui se tordait dans mon cœur. Madame Carter prit des notes, puis me conduisit dans un dortoir. La chambre avait 6 lits superposés, quelques casiers rouillés et une petite fenêtre donnant sur un parking. Les autres enfants dans la pièce me regardaient avec curiosité, mais personne ne parlait. On me donna des vêtements propres, une fine couverture et un lit dans un coin. « Repose-toi maintenant, Elias, dit Madame Carter. On arrangera les choses pour toi demain. » J'étais allongé sur le lit, mon livre de sciences sous mon oreiller. Le ronflement régulier d'un garçon dans le lit voisin emplissait l'air, mais je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à Rosa, me demandant si elle avait peur, si elle serrait sa poupée contre elle en m'appelant. Je pensais à mes parents se demandant s'ils regrettaient de m'avoir laissé derrière eux. Et je pensais à moi, un garçon de 10 ans abandonné dans un pays étranger sans aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Les premiers jours au foyer furent un tourbillon d'inconnu et de peur. Je n'étais pas habitué à vivre avec d'autres enfants, chacun avec sa propre histoire, mais tous porteurs d'une tristesse semblable à la mienne. Il y avait un garçon nommé Jake, 12 ans, qui serrait toujours un collier contre lui comme si c'était la seule chose qui le maintenait sain d'esprit. Il y avait une fille nommée Mia, 1 an de moins que moi, qui était assise dans le coin en dessinant des images étranges remplies de noir. Personne n'a beaucoup parlé. Nous étions comme des fantômes se déplaçant silencieusement dans un monde qui ne nous appartenait pas. J'ai été victime d'intimidation au cours de la première semaine. Un groupe de 3 enfants plus âgés dirigé par un garçon nommé Derek m'a ciblé. Ils m'ont appelé l'enfant immigré. J'ai volé mon pain à l'heure des repas et une fois a déchiré la première page de mon livre scientifique bien-aimé. Je n'ai pas riposté. Je viens de baisser la tête, avaler mes larmes, me disant que si je restais silencieux, ils s'ennuyaient et me laisseraient tranquille. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Chaque fois qu'ils m'ont poussé contre un mur, chaque fois que j'entendais leur rire moqueur, je me sentais plus petit, plus sans valeur. J'ai commencé à m'arrêter. Je n'ai parlé à personne, je n'ai rejoint les activités de groupe organisées par le personnel. Je me suis assis dans la salle en relisant mon livre scientifique. Bien que les mots sur Mars ne m'ont fait que de la douleur. Je me demandais s'il y avait une planète pour des enfants comme moi. Des enfants abandonnés, oubliés. J'ai griffonné des notes dans les marges du livre. Rosa, je suis désolé. Maman, papa, pourquoi ? Mais personne n'a répondu.
Le temps s'est écoulé et j'ai été déplacé d'un centre de soins à un autre. Chaque endroit était le même. Murs froids, lits superposés grinçants, visages inconnus. J'ai été amené pour rencontrer des familles d'accueil potentielles, mais personne ne me voulait. Il est trop silencieux, ont-ils dit. Il a des cicatrices émotionnelles. Je ne savais pas ce que signifiaient les cicatrices émotionnelles, mais je savais que cela avait à voir avec la façon dont je ne souris pas, je n'ai pas parlé, je n'avais pas l'air des gens dans les yeux. Je savais que cela avait à voir avec la douleur dans mon cœur, une douleur que je ne pouvais pas mettre en mots. À l'âge de 13 ans, j'avais presque perdu espoir. J'étais dans le système d'accueil depuis 3 ans, et aucune famille ne voulait de moi à long terme. J'ai commencé à penser que je serais toujours un enfant qui n'appartenait nulle part, un fantôme dérivant d'un endroit à l'autre. Mais un jour, j'ai été emmené pour rencontrer une famille à San Diego, les Garcia. Madame Selena Garcia était une femme mexicaine aux longs cheveux noirs et un sourire aussi chaud que la lumière du soleil. Son mari, Monsieur Miguel, était un mécanicien avec des mains insensibles mais des yeux gentils. Ils avaient une fille, Isabella, seulement 5 ans, qui a couru dans la maison avec des rires contagieux. Quand je suis entré dans leur maison, j'ai ressenti une sensation étrange, comme si j'étais entré dans un monde que je ne méritais pas. Elias, bienvenue, dit Madame Elena, plaçant une main sur mon épaule. Vous pouvez m'appeler Maman Elena. D'accord. J'ai hoché la tête mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas osé faire confiance. J'avais vu que trop de familles semblent gentilles pour me rejeter après quelques semaines. Mais Maman Elena était différente. Elle était patiente, ne me poussant jamais à parler ou à sourire. Elle préparait des repas chauds, des tamales, des enchiladas et a toujours sauvé la plus grande partie pour moi. Monsieur Miguel m'a appris à réparer les vélos, même si j'étais si maladroit que j'ai laissé tomber des outils partout. Isabella m'a suivi, m'appelant frère Elias et poussant ses dessins gribouillés dans mes mains. Lentement, j'ai commencé à m'ouvrir, non pas parce que je le voulais, mais parce que Maman Elena avait un moyen de fondre les murs que j'avais construits autour de moi. Un soir, alors que je lis mon livre scientifique dans le salon, elle s'est assise à côté de moi. « Tu aimes Mars, hein » demanda-t-elle en pointant la page. J'ai hoché la tête, hésitant. Je voulais être un scientifique auparavant. Avant ? demanda-t-elle doucement. Et maintenant ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à mes parents de Rosa de l'aéroport des années dans l'obscurité. Maintenant ? Je ne sais plus. J'ai chuchoté. Maman Elena ne m'a pas pressé pour en dire plus. Elle vient de placer une main sur mon épaule, douce mais ferme. Elias, vous n'avez pas à savoir maintenant, mais je crois que vous trouverez votre chemin, et je serai là, d'accord ? Pour la première fois en 3 ans, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir. C'était fragile, facilement brisé, mais il était là. Quand j'avais 14 ans, les Garcia m'ont officiellement adopté. C'était la première fois que j'avais une vraie maison depuis avoir été abandonné. Mama Elena et Monsieur Miguel n'ont pas essayé de remplacer mes parents, mais ils m'ont donné quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, un sentiment de sécurité. J'ai recommencé à aller à l'école, et cette fois j'ai excellé plus que jamais. Je suis tombé amoureux de la technologie, avec des lignes de code qui pourraient transformer les idées en réalité. À l'école, j'ai gagné une petite bourse, puis une plus grande. J'ai recommencé à rêver, pas de Mars, mais d'un avenir où je pouvais me tenir seul. Mais même avec l'aide de Mama Elena pour guérir les parties de moi, la blessure dans mon cœur est restée. Chaque nuit, je me suis allongé dans mon lit en pensant à Rosa. Où était-elle ? Était-elle en sécurité ? Et mes parents, m'ont-ils déjà pensé ? J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées, versant ma douleur et mes questions sur du papier. Rosa, je suis désolé de ne pas pouvoir te protéger. Maman, papa, pourquoi tu m'as quitté ? Je ne savais pas que des années plus tard, je trouverais des réponses. Mais d'abord, j'ai dû apprendre à survivre, à sortir de l'obscurité et à croire que je méritais un avenir meilleur. Quand j'avais 16 ans, j'ai été accepté dans un lycée spécialisé dans les sciences et la technologie à San Diego. Pour la première fois, j'avais l'impression d'appartenir quelque part. L'école n'était pas seulement des salles de classe. C'était un monde d'idées, de machines et de lignes de code qui pouvaient transformer les rêves en réalité. J'ai été captivé par les ordinateurs, par la façon dont les nombres et les symboles pouvaient créer quelque chose de vivant, un programme, une application, un nouveau monde. Chaque soir, je me suis assis dans ma chambre sous la faible lumière d'une lampe de bureau,
codant sur un vieil ordinateur que Monsieur Miguel avait acheté dans une boutique d'occasion. Tu feras de grandes choses, Elias, dit-il en tapotant mon épaule. Je vois l'étincelle dans tes yeux. À l'école, j'étais un étudiant exceptionnel. J'ai étudié plus fort. A rejoint des clubs technologiques et a obtenu une bourse complète à UC Berkeley, l'une des meilleures universités de la technologie. Le jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation, maman Elena m'a serré dans ses bras et m'a pleuré pendant que Monsieur Miguel a ouvert une bouteille de soda et a déclaré « Aujourd'hui, c'est la journée d'Elias ». Isabella a dansé autour de la maison en criant qu'elle était devenue une astronaute pour rencontrer frère Elias sur Mars. J'ai ri, mais au fond, je me demandais si Rosa avait jamais pu vivre des moments comme celui-ci. UC Berkeley était un tout nouveau monde. De vastes salles de conférences, des bibliothèques débordant de livres et d'étudiants du monde entier. Je me sentais petit, comme un grain de sable dans un océan. Mais aussi déterminé. J'ai choisi l'informatique en tant que majeur. Et chaque jour, j'ai plongé dans l'étude des projets de codage et de groupe. Mais je ne voulais pas simplement apprendre. Je voulais créer quelque chose de significatif. Quelque chose qui pourrait aider les enfants comme moi. Des enfants qui ont grandi dans l'ombre sans famille, sans espoir. Au cours de ma deuxième année, je me suis associé à deux amis, Priya et Jamal, pour démarrer un projet. Notre idée était une application éducative pour les enfants du système d'accueil, une plateforme offrant des leçons gratuites, des conseils en santé mentale et des liens avec les mentors. Je l'ai nommé Bright Path, un chemin de la lumière parce que je voulais que des enfants comme moi aient une voie à suivre même lorsqu'ils se sont sentis perdus. Priya, une fille indienne avec un sourire rayonnant, a géré la conception de l'interface. Jamal, un homme noir avec un sens de l'humour sans fin, a pris le marketing, et j'ai codé jour et nuit, oubliant de manger ou de dormir, comme si chaque ligne de code était un moyen d'expier mes erreurs passées. Mais démarrer une entreprise n'a pas été facile. Notre première version a lamentablement échoué. L'application était buggy. Personne ne l'a téléchargée et nous avons manqué d'argent après 6 mois. Priya et Jamal voulaient abandonner, mais je ne pouvais pas. Je me suis souvenu des nuits dans le centre de soins, allongé sur un lit superposé, agrippant mon livre scientifique et rêvant d'un avenir meilleur. Je ne voulais pas que d'autres enfants ressentent ce désespoir. Nous le referons, je leur ai dit, ma voix firme. Nous devons le faire fonctionner. Nous avons commencé, corriger des bugs, améliorer l'application et rechercher les investisseurs. Un jour lors d'une conférence de démarrage à San Francisco, je me suis tenu devant des centaines de personnes et j'ai raconté mon histoire. Pas sur mes parents ou l'aéroport, mais sur les enfants du système d'accueil, les enfants qui avaient besoin d'une chance. Je n'avais pas l'habitude de parler en public, mais pendant que je parlais, j'ai senti un feu allumé en moi. Bright Path n'est pas seulement une application, ai-je dit. C'est une promesse qu'aucun enfant ne se laisse laisser pour compte. Un investisseur, une femme du nom de Karen Lee, nous a approchés après la présentation. Elle a dit que mon histoire avait touché son cœur et qu'elle voulait investir. Avec son financement, nous avons élargi Bright Path, ajouté de nouvelles fonctionnalités et nous nous sommes associés à des organisations à but non lucratif. Notre application a été téléchargée des milliers de fois, présentée dans la presse et est même apparue dans une émission de télévision locale. À l'âge de 28 ans, Bright Path était devenue une entreprise de plusieurs millions de dollars, et moi, Elias Martinez, le garçon abandonné à l'aéroport, était devenu un millionnaire autodidacte. Le succès est venu rapidement, mais il n'a pas effacé les cicatrices dans mon cœur. J'ai acheté un appartement à San Francisco avec des fenêtres donnant sur la baie. Mais chaque nuit, je me suis allongé au lit en pensant à Rosa. J'ai toujours écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées, versant ma douleur et mes questions sur du papier. Rosa, ça va? Tu te souviens de moi? Maman, papa, tu le regrettes jamais? Je n'ai parlé de ma famille biologique avec personne, pas même Priya ou Jamal. Lorsque les journalistes ont posé des questions sur mon passé, je n'ai parlé que de Mama Elena, Monsieur Miguel et Isabella, les gens qui m'ont donné une nouvelle famille. Mais au fond, je savais que je n'avais pas complètement échappé à l'obscurité. Un jour, j'ai reçu une lettre du service d'immigration. Après des années de travail, contribuant à la communauté et parrainé par un organisme sans but lucratif, je suis officiellement devenu un citoyen américain légal. Le jour où j'ai tenu mon certificat de citoyenneté, je me tenais devant un miroir, regardant dans les yeux d'un homme de 28 ans, plus le garçon de 10 ans laissé pour compte. Mama Elena m'a serré dans ses bras et m'a pleuré, disant qu'elle était fière de moi.
Monsieur Miguel a ouvert une bouteille de soda comme le jour où je suis entré à Berkeley. Isabella, maintenant adolescente, a tiré une photo de moi debout sur une planète rouge avec les mots « Frère Elias, scientifique de Mars ». J'ai souri, mais à l'intérieur, j'ai ressenti un vide. Succès, argent, citoyenneté, rien de tout cela ne pouvait combler le vide d'être abandonné. Je savais que pour vraiment aller de l'avant, j'ai dû faire face à mon passé. J'ai dû retourner au Honduras pour trouver mes parents et Rosa, pas pour pardonner, mais pour leur faire savoir qui j'étais devenu malgré tout. La décision de retourner au Honduras est survenue au cours d'une nuit blanche. Alors que j'étais assis dans mon luxueux appartement de San Francisco, regardant la baie scintillante avec des lumières, j'avais 30 ans, un millionnaire, un citoyen américain, quelqu'un que la presse a appelé un phénomène technologique. Mais dans le miroir, j'ai quand même vu le garçon de 10 ans serrer un livre scientifique à l'aéroport, attendant une famille qui n'est jamais revenue. Je ne pouvais pas continuer à courir de ce garçon. J'ai dû lui faire face et eux. J'ai commencé à me préparer mais je n'ai dit à personne, pas même maman Elena, Priya ou Jamal. C'était mon voyage seul. Un pèlerinage pour fermer un chapitre douloureux de ma vie. J'ai contacté un organisme à but non lucratif au Honduras proposant de financer un projet de bibliothèque pour une école dans une zone rurale pauvre. L'école que j'avais fréquentée avant de partir. C'était une excuse pour revenir, un moyen de cacher mon vrai but, de trouver mes parents et Rosa. Je ne voulais pas qu'ils sachent que je venais. Je ne voulais pas qu'ils se préparent. Je voulais qu'ils me voient. Elias Martinez, l'homme que je suis devenu, et affronter le choix qu'ils ont fait il y a des années. L'avion a atterri à Tegucigalpa par une matinée étouffante. L'odeur de la terre rouge et de la poussière remplissant mes narines alors que je sortais de l'aéroport. Le Honduras n'était pas comme les souvenirs fanés que j'avais. Les routes chaotiques, les marchés bruyants et les maisons délabrées se sentaient à la fois familières et étrangères. J'ai voyagé avec un petit groupe de l'organisme à but non lucratif se faisant passer pour un donateur anonyme. Mais à l'intérieur, j'étais un garçon à la recherche du chemin du retour à la maison. Mon village, un petit endroit niché parmi les collines, était aussi pauvre qu'il y a 20 ans. Les routes de terre rouge étaient maintenant boueuses de la pluie et les maisons en toit en étain grinçaient sous le soleil. J'ai visité mon ancienne école primaire où j'avais l'habitude de m'asseoir sous un toit de chaume en écoutant le professeur parler du monde au-delà. L'école était maintenant une rangée de bâtiments en ruine avec des enfants en uniforme patché, mais leurs yeux se sont éclairés lorsqu'ils nous ont vus apporter des livres et des ordinateurs. Je me tenais avant la classe d'introduction du projet de bibliothèque, mais mon esprit était ailleurs. J'ai regardé la cour d'école où je jouais avec Rosa, me demandant si elle se souvenait encore de cet endroit. Après la cérémonie, j'ai parlé à un professeur de personnes âgées, Mademoiselle Anna, la seule qui reste de mon temps ici. Connaissez-vous la famille Martinez? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Carlos et Sofia Martinez, ils vivaient ici. Mademoiselle Anna me regarda, ses yeux se méfiaient, mais s'adoucissant. Martine? Ils sont revenus ici il y a des années après avoir quitté les États-Unis. Ils vivent au bord du village dans une petite cabane. Mais leur vie n'a pas été facile, jeune homme. Mon cœur s'est resserré. Je n'ai pas demandé plus, je l'ai juste remercié et je suis parti. Je ne voulais pas que Miss Anna sache qui j'étais. Des insectes à l'extérieur de la fenêtre. Avec une fuite toit en étain et murs de boue fissurés. Je me tenais là à quelques mètres de distance, regardant à travers la clôture clairsemée. Une femme frêle aux cheveux gris et ébouriffés était assise dehors, réparant une vieille chemise. C'était ma mère. À l'intérieur, j'ai entendu la toux râpeuse d'un homme, mon père. Ils avaient vieilli autant que si le temps avait drainé leur vitalité. Je ne me sentais pas de colère, je ne ressentais pas de douleur, seulement un vide froid dans ma poitrine. Je me détournai, ne les laissant pas me voir. J'avais besoin de temps pour me préparer, pour trier mes émotions avant d'eux. Je n'étais pas venu ici pour pleurer, ni pour mendier l'amour. Le lendemain, je suis retourné dans la cabane, armé d'une excuse. J'étais un représentant d'un organisme à but non lucratif là-bas pour étudier les besoins des villageois. Je portais une chemise simple, cachant tous les signes de mon succès. Pas de montre chère, pas de smartphone. Je voulais qu'ils me voient comme un étranger, du moins au début. Ma mère a ouvert la porte, les yeux fatigués mais méfiants. « Bonjour, monsieur, dit-elle, sa voix. Qui cherchez-vous pour ? » Je suis un représentant d'une organisation caritative, ai-je dit, en gardant mon ton.
Nous aidons le village et j'aimerais poser des questions sur votre famille. Elle a hoché la tête et m'a invité. À l'intérieur de la cabane, l'odeur de l'humidité et le vieux tabac m'ont frappé. Mon père était assis sur une chaise en bois, toussant durement. Son visage gant et ses yeux se sont assombris de maladie. Je les ai à peine reconnus. Le père qui m'a porté sur ses épaules. La mère qui m'a chanté pour dormir. Ils n'étaient plus que deux personnes âgées battues par la vie. Je me suis assis en posant des questions simples. Comment vivaient-ils? Avaient-ils besoin de quelque chose? Ils ont répondu avec ridicule, leur voix était soupçonnée. Nous n'avons rien, dit mon père, sa main tremblante tenant une cigarette. Nous ne nous débrouillons que. Ma mère m'a regardé comme s'il essayait de trouver quelque chose de familier, mais elle ne m'a pas reconnu. Comment pourrait-il? Le garçon de 10 ans était maintenant un homme de 30 ans avec des cheveux soigneusement peignés et une voix confiante. Après quelques minutes, je ne pouvais pas le prendre plus. J'ai regardé directement dans les yeux de ma mère, puis mon père, et j'ai dit, je ne suis pas un étranger. Je suis Elias. Elias Martinez, le fils que vous avez laissé à l'aéroport il y a 20 ans. Silence. Un silence lourd comme si le monde cessait de respirer. Ma mère se figea, ses mains tremblantes, la chemise qu'elle réparait tombant au sol. Mon père leva la tête, ses yeux nuageux s'élargissant, mais il n'a rien dit. Puis ma mère a fondu en larmes, couvrant son visage, marmonnant, Elias. Oh mon Dieu, Élie, tu es vivant. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas pleurer. Je me suis assis là à les regarder, se sentant comme une pierre appuyée sur ma poitrine. J'ai survécu, dis-je, ma voix plus froide que je ne le pensais. Je suis devenu un succès, un citoyen américain, un millionnaire, nous n'avons pas aidé. Angers. Better off? Abandon at an airport, thrown into the foster system, bullied and rejected time and again. Was that better off? My mother knelt down, grabbing my hand. My son, I'm so sorry. He didn't know what you went through. She sobbed, but he pulled my hand away. He didn't want her pity. He didn't want her belated apology. Where's Rosa? He asked, my voice firm. Where's my sister? My mother looked up, tears streaming sur son visage. Rosa? Elle est au Mexique. Elle travaille dans un endroit. Ce n'est pas bon. Nous ne pouvions pas l'aider. Elias, veuillez trouver votre sœur. Sauvez-la. Mon cœur avait l'impression d'être déchiré. Rosa, la petite fille avec le sourire rayonnant, vivait maintenant dans un monde que je ne pouvais pas supporter d'imaginer. Je me suis levé, ne disant rien de plus. Je vais trouver Rosa, dis-je, ma voix comme de la glace. Mais pas pour vous. Pour elle. J'ai quitté la cabane sans regarder en arrière. Les sanglots de ma mère résonnaient derrière moi, mais je ne m'arrêtais pas. Moi, en trouvant une fille dans le monde du Mexique, il ne serait pas facile avec un nom et un vague de souvenirs. Rester dans un petit hôtel travaillant à distance avec l'équipe Bright Pass, mais mon esprit n'était pas là. J'ai pensé à Rosa, des années où elle a dû grandir sans moi. Mes parents m'avaient laissé à l'aéroport, mais au moins j'ai eu maman Elena une chance de se lever. Et Rosa? Avait-elle quelqu'un sur lequel s'appuyer? Chaque nuit, je me suis allongé dans mon lit à regarder le plafond, me demandant si j'étais trop tard. Après 2 semaines, Javier m'a appelé. J'ai trouvé une fille, Rosa Martinez, dans un bidonville près de Tijuana, a-t-il dit. Mais vous devriez vous préparer. Sa situation. Ce n'est pas bon. J'ai pris l'avion pour Tijuana le lendemain matin. La ville était bruyante, chaotique avec des rues étroites et l'odeur des fumées d'échappement mélangées à des ordures. Javier m'a conduit dans un quartier délabré où des bâtiments en ruine se pressaient et les femmes se tenaient sous des filiales sombres, leurs yeux vacants. Il a pointé une petite maison avec une porte rouge épluchante. Elle est là-bas, a-t-il dit. Mais soyez prudents. Les gens qui dirigent cet endroit n'aiment pas les étrangers. Je suis entré, mon cœur battant. À l'intérieur, l'air étouffé lourd avec l'odeur de l'alcool et du tabac. Une femme plus âgée, le visage caché de maquillage, m'a arrêté. Que voulez-vous? Demanda-t-elle, sa voix tranchante. Je cherche Rosa Martinez, dis-je, essayant de garder ma voix calme. Je suis son frère. Elle m'a regardé avec méfiance, mais m'a conduit à travers un couloir sombre.
Lorsque la dernière porte s'est ouverte, j'ai vu Rosa, ou plutôt l'ombre de Rosa. Elle s'assit sur un vieux lit, ses bras fins enroulés autour de ses genoux, son visage pâle, les yeux vides. Ses cheveux bouclés étaient emmêlés et le sourire que j'aimais autrefois était parti. Son corps était couvert d'échymoses, comme si la vie elle-même l'avait battu. Rosa m'appelait ma voix s'étouffant. Elle leva les yeux hébétés. Qui est là? Elle chuchota comme si elle avait peur de croire. C'est moi, Elias, dis-je, à genoux devant elle. Votre frère. Je suis ici pour vous ramener à la maison. Rosa me regarda, puis fonda en larmes. Elle a jeté ses bras autour de moi, sanglotant comme un enfant. Elias, frère Elias, je pensais que vous étiez mort, marmonna-t-elle, ses mains, serrant ma chemise. Je la serre dans mes bras, me sentant comme si je tenais mon enfance perdue. Mais en même temps, une colère de la colère, me sentant en moi. Colère contre mes parents, au monde qui la laissait se retrouver ici. Rosa m'a tout dit à travers ses sanglots. Après avoir été ramenée au Honduras, elle a vécu avec nos parents dans la pauvreté. Quand elle avait 16 ans, il ne pouvait plus se permettre de s'occuper d'elle. Un homme lui a promis un emploi au Mexique, mais c'était un piège. Elle a été vendue dans un bordel, traitée brutalement, piégée dans un monde sans échappatoire. Je voulais mourir, Elias, murmura-t-elle. Mais je me suis souvenu de toi. Je pensais que si tu étais en vie, tu ne me laisserais pas rester ici. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. J'ai promis que Rosa la sortira, qu'elle aurait une nouvelle vie. J'ai payé une grosse somme à la femme qui dirigeait l'endroit, l'appelant des frais de rançon, bien qu'à l'intérieur, je voulais déchirer la maison. J'ai ramené Rosa à l'hôtel et j'ai appelé un médecin pour faire attention. La faible étincelle dans ses yeux. Revenant à son visage et je savais que j'avais fait la bonne chose. Ceux qui ont laissé ma sœur tomber en enfer. Rosa a commencé à guérir petit à petit. Elle a appris à sourire à nouveau, à faire confiance, à vivre. Mais je savais que ses cicatrices et les miennes ne disparaîtraient jamais complètement. Quand j'ai regardé Rosa, je me suis vu dans ses années sombres. Je savais que pour vraiment aller de l'avant, j'ai dû faire une dernière chose. Raconter mon histoire sans cesse, sans honte. Je me suis assis et j'ai écrit. J'ai écrit sur le garçon de 10 ans abandonné à l'aéroport. À propos des années dans le système d'accueil, à propos de Mama Elena et de la famille Garcia qui m'a sauvé. Sur le voyage pour devenir millionnaire et sur la recherche de Rosa. J'ai écrit sur la douleur, la colère et les scintillés de l'espoir qui m'ont retiré de l'obscurité. Quand j'ai terminé, j'ai envoyé l'histoire dans un grand journal avec une note. Veuillez partager cette histoire pour que les enfants comme moi sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'histoire a été publiée et s'est répandue rapidement. Des millions de personnes l'ont lu, ont partagé, commenté. J'ai reçu des lettres du monde abandonné. Ils m'ont appelé une inspiration, mais je ne me sentais pas comme un héros. J'étais juste Elias, quelqu'un qui a appris à se lever après avoir été renversé. Les médias m'ont invité à des interviews, et pour la première fois, j'ai parlé de mes parents et Rosa à la télévision. Je n'ai pas caché la vérité sur l'abandon de la douleur, sur le voyage pour trouver ma sœur. Je ne savais pas si mes parents avaient vu la diffusion, mais j'espérais que ce soit. Je voulais qu'ils sachent que Rosa et moi avions surmonté non pas à cause d'eux mais malgré eux. Un matin, j'ai emmené Rosa à l'aéroport international de Los Angeles, l'endroit où tout a commencé. Nous nous sommes tenus dans la zone d'attente où je m'étais assis à pleurer il y a 20 ans en train de serrer mon livre scientifique. Rosa a tenu ma main, ses yeux doux mais forts. Frère Elias, a-t-elle dit, merci de m'avoir trouvé. J'ai souri en serrant la main. J'ai promis de vous protéger, Rosa, et j'ai tenu parole. Nous sommes restés main dans la main, regardant le flux de gens passer. Je ne savais pas si j'avais pardonné à mes parents ou non. Peut-être que je ne pardonnerai jamais pleinement eux. Mais je savais que j'avais évolué, passant par la douleur, au-delà de l'obscurité, passant par les souvenirs qui me retenaient autrefois captif. L'aéroport n'était plus un lieu d'abandon. C'était l'endroit où Rosa et moi avons commencé un nouveau ensemble, libre dans nos âmes.